Schöne gute Mittag, bonjour à tout le monde. Bonjour à notre lunch talk qu'on organise maintenant régulièrement. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, comme vous voyez. J'ai avec moi notre ami le docteur Schwartz qui va se présenter après. On aimerait bien parler à vous sur tous les aspects de la vaccination et plus spécifiquement aujourd'hui sur les devoirs et aussi le travail du CSMI, mais aussi un peu plus spécifique sur un vaccin récent qui est venu sur le marché et qui est sous beaucoup de discussions. Donc, c'est le vaccin d'AstraZeneca. Pour commencer, peut-être juste une règle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions via le lien de Q&A. Donc, les questions-réponses. Là, nos collègues ici vont recevoir vos questions et on pourra vous répondre sur vos questions spécifiquement. Moi, je m'appelle Dr Thomas Densa, je travaille à la direction de la santé, je m'occupe de la coordination et plus spécifiquement maintenant dans la crise sur les tests qui se déroulent partout dans le pays, et je suis virologue à la base. Et mon collègue ici, que je suis très content qu'il a pu me rejoindre aujourd'hui, Jean-Paul, peut-être que tu te présentes un petit peu. Bon, je suis Jean-Paul Schwartz, je suis médecin généraliste depuis de longues années. Depuis 2003, je suis dans le Conseil supérieur des maladies infectieuses et c'est pourquoi je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, parce que le Conseil supérieur des maladies infectieuses est devenu très populaire depuis une bonne année. Oui, voilà, mais peut-être qu'on commence parce que le conseil, Oui, il donne beaucoup de conseils, il discute beaucoup, il regarde ce qui se passe dans la science ouais, et aussi dans les autres pays, et vraiment donne des conseils très très importants dans la crise, depuis le début de la crise, il ouais. faut le dire. Donc le Conseil supérieur, il existe bien sûr beaucoup plus longtemps. Il a été réformé en 2019, 2018 déjà, dans le cadre de la déclaration des maladies infectieuses obligatoires. Et puis il y a eu un règlement grand-ducal en 2019 qui a institué l'actuel Conseil supérieur des maladies infectieuses qui s'appelait autrefois Conseil supérieur d'hygiène. Il donne des avis sur toutes les questions dans le domaine de la santé publique ayant trait aux maladies infectieuses et qui sont soumises par le ministre de la Santé. Il étudie et propose de sa propre initiative toute mesure ou amélioration en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses. Dans le comité, disons, il y a des représentants de la direction de la santé, il y a des représentations du laboratoire national de santé, il y a des représentants des laboratoires d'analyse médicale non hospitaliers, il y a des représentants du groupement des professionnels dans le domaine des maladies infectieuses, il y a des représentants des pédiatres, il y a des représentants des pneumologues, il y a des représentants de la gériatrie, gérontologie, il y a des représentants des médecins dentistes et moi je suis le représentant des médecins généralistes depuis 2003. Il y a des experts permanents qui peuvent à tout moment être convoqués, respectivement des experts qu'on peut aussi associer à certaines questions. On donne des avis sur toutes les maladies infectieuses contagieuses, des maladies comme la coqueluche, la diphtérie, des encéphalites, des gastroentérites, des grippes, hémophilus, les hépatites A, B, le HPV, les infections à Clostridium, des infections à pneumocoque, à méningocoque, la listériose, la polio, la rage, la rougeole, les oreillons, la rubéole, le tétanos, la tuberculose, la varicelle. Et ces avis sont tous publiés sur le site de la santé. Le conseil se réunit en temps normal, je dirais 6 à 8 fois par année, mais en ces temps-ci, c'est mensuel ou bimensuel même. En dehors de la crise Covid, bien sûr qu'on discute du schéma de vaccination pédiatrique et de la population adulte. On a dans le temps déjà donné des avis sur la pandémie grippe aviaire et porcine et aussi la vaccination de la grippe porcine. Maintenant, bien sûr que la pandémie Covid est là, on a donné les avis sur les mesures barrières, sur les mesures d'isolement, de quarantaine, sur le port du masque. On a développé dernièrement la stratégie vaccinale et on a donné aussi les avis sur les différents vaccins qui sont maintenant déjà disponibles,
Le premier étant Pfizer, le deuxième Moderna et le troisième AstraZeneca. On donne bien sûr aussi des avis en fonction du regard sur nos voisins. Et je tiens à préciser que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec des firmes et que chaque membre du Conseil supérieur doit donner chaque année son attestation de non-conflit d'intérêt à la présidence. Voilà. Merci Jean-Paul. Donc, est-ce que tu peux est-ce qu'on veut peut-être dire 2-3 mots sur les derniers sujets que vous avez travaillés maintenant récemment, parce qu'il y a beaucoup de discussions maintenant, et peut-être qu'on peut faire basculer vers l'autre sujet. Oui. Bon, le tout dernier, je pense que c'était hier, c'était le report du rappel du vaccin AstraZeneca de 4 semaines à entre 8 et 12 semaines et probablement à 10 semaines. Et tous les vaccinés entre-temps auront aussi un rappel pour faire ce vaccin plus tard, avec une proposition de rendez-vous. Donc ça, c'était la toute dernière. Et puis, bien sûr, la stratégie vaccinale. On passe maintenant donc au point 2. Je pense que cette information a aussi aujourd'hui été sortie par le ministère. Et donc, il y a les détails de la procédure, comment vacciner maintenant bien sûr les personnes au-delà de 75 ans qui auront des invitations, mais aussi les vulnérables, les trisomiques, les transplantés, les chimiothérapies, et il y a un que j'oublie, les immunodéficiences génétiques respectivement confirmées. Voilà. Mais peut-être qu'on peut basculer sur le sujet sur AstraZeneca, parce qu'on a reçu beaucoup de questions, beaucoup de commentaires. Je pense que tout le monde réfléchit et regarde ce qui se fait. Je pense que BioNTech, Pfizer et Moderna, ils sont déjà sur le marché depuis quelques semaines. On a des expériences. AstraZeneca nous est parvenu, je pense, les premières doses il y a 2 semaines, 2 semaines. Ouais. Moi, je pense mardi dernier de la semaine passée, ça a été... Les premières doses, voilà. Et on a aussi les premières expériences alors de ce côté chez nous en interne, et maintenant avec l'avis qui a été suivi par le gouvernement, qui a décidé aussi de vacciner après 10 semaines. Donc d'être vraiment dans le cadre que vous avez proposé, entre 8 et 12 semaines, ce qui est aussi en ligne avec ce qu'on voit dans les développements. La deuxième grande discussion qui va maintenant se poser, c'est la vaccination des cas confirmés Covid, s'il ne suffit pas de faire un seul rappel d'un vaccin AstraZeneca ou même des autres, mais ça c'est la prochaine discussion qui va suivre, parce que la haute autorité française a donc décidé de vacciner les cas Covid seulement une fois avec un vaccin de rappel. Ouais. Et la raison est parce qu'on a déjà une certaine immunité à cause de la première, de l'infection en fait. Oui. Il semble que ce rappel suffit pour pérenniser l'immunité, ce que chaque deuxième vaccin fait d'ailleurs aussi. Et au début, bien sûr, il y a le système immunitaire qui est un peu, comment dire, il fait une nouvelle connaissance, quoi. Et après 2 semaines, il commence à agir. Et c'est ce que nous voyons même déjà avec les premiers vaccinés du pays, c'est-à-dire chez les personnes âgées. Après 2 semaines, les cas Covid qui sont bien sûr là, ils vont assez bien. C'est-à-dire il n'y a plus d'évolution défavorable, il n'y a presque plus d'hospitalisation. Et on les voit en fait juste attendre la fin de leur isolement. Ce n'est plus comme avant où ils faisaient après 1 semaine une dyspnée. Ils avaient besoin d'oxygène, ils avaient besoin de cortisone, et tout ça, on n'a plus dans les mêmes mesures qu'avant la vaccination. Et bien sûr que les gens âgés sont actuellement vaccinés avec le Pfizer, mais je pense qu'on peut confirmer ça aussi en Angleterre, parce que là, les gens âgés ont aussi été vaccinés avec l'AstraZeneca. Oui, tout à fait. Mais peut-être, je propose qu'on a préparé quelques slides, qu'on parcourt peut-être les slides pour rafraîchir, je pense, tout le monde, et pour tout le monde, mettre tout le monde vraiment sur le même niveau. De quoi il s'agit avec l'AstraZeneca. On peut commenter les slides peut-être ensemble. Parce que la question, c'est que comment fonctionne le vaccin. Comme tu viens de dire, BioNTech, Pfizer et Moderna, ce sont des vaccins sur base d'ARN. Tandis que l'AstraZeneca et d'autres qui vont suivre dans les semaines et mois à venir sont basés sur des vecteurs
qui sont des adénovirus, où on prend juste cet adénovirus comme shuttle pour vraiment mettre la base du corona, en fait le vaccin, dans le corps. C'est pour ça que ça fonctionne un peu différemment. Donc cet adénovirus, comme j'ai dit, c'est génétiquement modifié parce qu'il n'y a plus rien du adénovirus dedans. C'est juste pour encoder le protéine de S, le spike protein, similaire comme les autres vaccins, pour être expressé dans les cellules et pour ensuite stimuler une réponse immunitaire du corps. Donc, ces anticorps ensuite qui vont se créer après, donc il y a une réponse immunitaire qui va se mettre en place et en fait les cellules blanches vont lutter contre cet intrus et il y a sur différents niveaux qu'il y a une réponse immunitaire va se faire avec AstraZeneca mais aussi avec les autres. Donc le fonctionnement est exactement le même dès que le corps est stimulé. Ce qu'on remarque, c'est que cette première réaction chez AstraZeneca est un peu plus violente qu'avec les mRNA. Et on le suit dans la presse, bien sûr, il y a une réaction immunitaire avec un peu de fièvre, avec des douleurs articulaires, musculaires, avec une fatigue. Et c'est maintenant, bien sûr, le problème que c'est dans toutes les presses, c'est dans tous les médias, mais c'est quand même des effets de bon signe dans le sens qu'on voit qu'il y a une réaction et qu'avec un simple paracétamol ou un Nurofen ou un ibuprofène, c'est réglé. Donc on peut peut-être aussi être une journée à plat et être en maladie, mais c'est à mon avis un très bon signe d'activité du vaccin et les gens seront protégés. Donc c'est un signe que le corps... Voilà, il réagit. Et réagit. en médecine générale, je peux confirmer qu'il y a des mises en maladie à cause de la vaccination. Je dois constater que c'est plus chez les masculins que chez les féminins. Mais c'est simplement une impression. Je ne fais pas une dame qui s'est plainte, mais les hommes se sont plaints plus. Et On ne va pas c'est juste commenter une ceci, Jean-Paul. constatation. Hein, oui. Mais c'est passager. Hein, et après 72 heures, je pense que tout est fini. Hein. Oui, et ça fait du sens parce que c'est sur une autre base. Et les autres vaccins qui vont arriver sur base des protéines et tout ça vont aussi stimuler une autre réponse. Oui. Ça, c'est aussi attendu. Donc, on voulait juste montrer un peu comment ça se fait. Donc, en fait, la vaccination se fait intramusculaire. Ouais. Et à partir de ces cellules, peu importe quel vaccin des trois qu'on utilise, il y a une production du protéine S qui se fait. Et ensuite, il y a la réponse immunitaire à gauche. Vous voyez maintenant différentes cellules qui sont là dans l'immunité innée et aussi dans l'immunité adaptive, qui réagissent ensemble pour identifier l'intrus, hein, dans le cas de l'infection de virus, mais dans le cas de la vaccination, les parties en fait de cette protéine S. Et vous voyez en haut à droite les cellules dendrites et macrophages qui reprennent en fait ces particules, ces pièces de ce spike protein. Il les présente à d'autres cellules blanches comme les cellules T et aussi les cellules B. Et c'est notamment les cellules B qui vont ensuite produire des anticorps pour lutter et neutraliser les virus en circulation. Mais on a vu aussi que les cellules T, c'est eux qui sont très importants parce que c'est eux auxquels c'est rapporté et c'est présenté en premier lieu et qui déclenchent les cascades. Et on a vu pour tous les vaccins que même si avec des gens où il y a peu de production d'anticorps directs, il y a une vraiment grande activité de cellules T qui luttent directement contre les cellules infectées. Donc il faut dire qu'un moyen de voir si on est vacciné, si la vaccination a fait quelque chose ou nous a donné une certaine immunité, c'est de voir les anticorps parce que c'est plus facile à le réaliser. Mais il y a d'autres procédures et d'autres process qui sont dans notre corps qui sont plus compliqués à constater et à analyser. Jean-Paul, tu voulais dire quelque chose? Oui, après il y aura les IgG, les IgM dans l'infection et après encore les IgA. Et on vient aussi de constater que les IgA, qui sont la défense des muqueuses, ils apparaissent surtout après la deuxième vaccination, respectivement beaucoup plus tard. Et on a remarqué pour le vaccin AstraZeneca que ça se passe très bien à ce niveau et que l'infectiosité diminue
fortement à partir de la deuxième dose. Mhm. Ouais. Donc, ce qu'on voulait vous montrer ici, c'est que la réponse immunitaire est pratiquement la même pour n'importe quel de ces vaccins administrés. Donc, c'est ça là, ça ne fait pas de différence de ce côté parce qu'on stimule les mêmes cellules et on stimule la même réaction. Pour en revenir, et je pense que là, il faudrait parler un petit peu comment des études cliniques se font. C'est surtout, on a repris quelques mots-clés de cette étude qui a été publiée aussi dans le Lancet en janvier sur la phase 3, ou surtout la phase 1, 2 et 3, parce que c'était réalisé en parallèle. Et là, on a vu qu'il y a une bonne partie de gens qui ont participé, en total presque 24 ou 25 000 personnes. Et ce que tout le monde dit, oui, bon, ici, on voit qu'après dose, l'efficacité est uniquement à 62% vis-à-vis de BioNTech, Pfizer et Moderna qui sont pratiquement à 95%. Donc, et ça, il faut le mettre vraiment en relation. Et il faut voir qu'est-ce que ça veut dire. Parce que si on regarde sur la totalité des participants, la dose était beaucoup plus élevée. Et vous voyez ici en bas que low dose, et j'ai repris les mots exacts de cette publication, là on était plutôt vers 90%. Donc il faut quand même nuancer tout ça. Qui a été vacciné, dans quel temps et avec quoi. Donc ça fait une différence. Ici c'est low dose, high dose, beaucoup plus de vaccins, moins de vaccins. Et on ne peut pas standardiser et dire que c'est juste 60% d'efficacité. Et peut-être qu'on peut dire un mot sur l'efficacité, parce que je pense que c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je pense que c'est souvent mal compris, certainement dans le public, peut-être moins dans le corps médical. Mais ce qu'on veut bien sûr avoir, ce n'est pas les complications de la maladie, respectivement les hospitalisations et après les décès. Et ce n'est pas nécessairement qu'on peut attraper encore le coronavirus étant vacciné, et on l'a vu que c'est possible, mais il y a un déroulement tout à fait différent de cette infection, c'est-à-dire le cytokinin storm ne se passe pas, et c'est ça ce qu'on veut. Et pour ça, le AstraZeneca semble tout à fait efficace, surtout aussi d'après les dernières publications contre les variantes anglaises. Pour ce qui est de la polémique en Afrique du Sud, ça c'est une toute petite étude sur 2000 patients où 1000 ont eu un placebo et les autres ont eu le vaccin. Et c'était surtout une population de fumeurs, ce qui n'est pas le cas dans d'autres études. Et le monsieur qui a fait cette étude était le même qui est le décideur de la vaccination en Afrique du Sud. Bon, ça c'est juste un petit commentaire. Oui, donc il faut vraiment regarder beaucoup plus proche les études et aussi surtout le nombre. Je pense que ça c'est important. Ce que je voulais encore dire, si on dit c'est 62% ou 90%, ça veut dire que des participants qui ont eu ce vaccin, c'est 90 ou 62% qui ont montré une protection. Ouais. Et cette protection était à 95%, comme on en voit derrière le chiffre. Donc en fait, il y a plus que la moitié des gens ont été protégés contre le virus, complètement protégés. Ouais. Ça ne veut pas dire que je suis juste protégé à 60%. Non, si moi je tombe dans les 62%, je suis protégé. Point barre. C'est ça ce qui est important. Et vous voyez sur le prochain slide ici que en général, si on prend tous ces études ensemble qu'AstraZeneca a réalisé, on est à 70%. Et il faut dire que, et ça c'est un bon mot de dire, il y avait, comme on avait dit, il y avait beaucoup de gens en Angleterre, mais aussi des gens en Afrique du Sud. Et là, il y a la variante qui manifestement a une mutation qui est défavorable à nos vaccins parce que les vaccins n'étaient pas faits pour ces mutations. Donc, même avec ça, ça a un effet positif pour les gens et les gens sont protégés. Et il y a même une protection contre ces variantes. Et ce que Jean-Paul vient de dire, hein, le plus important, c'est que les cas qui ont été hospitalisés, c'était des cas dans ces études qui n'étaient pas vaccinés. Ouais. Donc c'est ça le plus important pour nous, que les gens ne vont pas aller à l'hôpital, ils ne vont pas mourir. Donc de ce côté, il faut vraiment revoir les chiffres et voir ce que c'est fait.
Il y a des avantages de ce vaccin aussi, parce qu'on n'a pas besoin de le stocker à moins 70 degrés, ce qui est difficile pour, Ouais. pour la distribution. Je pense que toi, tu as vu ça aussi, parce Oui, que oui, tu oui. fait partie de la distribution au sein des maisons de soins et des Ouais. CIPA. Et la distribution va vraiment être vraiment plus facile. Donc là, on a moins de limites. Mais néanmoins, il y a des limites, parce que, et les limites sont pas parce qu'on ne peut pas vacciner une personne de 2 ans ou de 100 ans, mais c'est plutôt les limites parce qu'on n'a pas testé ou vacciné beaucoup de gens pour en revoir si c'est statistiquement fiable, ces chiffres, qu'il n'y a aucun souci de vacciner telle ou telle personne. Donc c'est pas que le vaccin ne marche pas, ou est défavorable, où les gens vont mourir du vaccin, c'est plutôt qu'on n'a pas assez d'informations ce qu'il fait. Et Ouais. là, on est On vraiment... attend en fait ce que Ouais, les Anglais vont nous dire bientôt. Il y a une étude en cours aussi pour les enfants parce que il faut tôt ou tard aussi penser aux enfants. tout à fait. Ils ont aussi, même s'ils n'ont pas de forme grave, mais ils sont quand même distributeurs du virus. Et ça va sortir, mais il ne faut pas oublier qu'on a commencé à vacciner en décembre. Maintenant, on est mi-février. Le recul est bien sûr très, très court. Tout à Mais ça fait. va quand même très vite. Oui. Et on a vu aussi comme tu dis, les premières études avec les enfants de 10 à 18 Ouais, ans ont commencé pour plusieurs ouais, vaccins. Donc ça va sortir d'ici peu et ouais, on pourra et on devra certainement adapter et ouais. demander aussi à Samy de son avis Oui, oui. s'il faudra adapter la stratégie vaccinale dans le futur. On attend toujours un peu quand même les études. Bah, on base Oui, tout sur la science et absolument. sur les données qu'on a pour en tirer les conclusions. Voilà, on a aussi mis les recommandations du Conseil Ouais, supérieur. Donc, pour le moment, on reste sur ça parce ouais, que c'est les chiffres, les études qui nous montrent tout ça. Et il faut quand même dire que le BioNTech Pfizer n'était pas nécessairement fait ou conseillé à des gens de 100 ans ou 90 ans, mais néanmoins, les Anglais, ils ont quand même vacciné la voilà. première personne Les qui avait premiers patients 90 ans. étaient toujours très âgés, hein. Voilà. Donc de ce côté, on Et fait... je dois dire que la vaccination chez les personnes âgées se passe très très bien. Il y a, après la première dose, vraiment presque pas d'effet secondaire et après la deuxième non plus. Et ce qui n'est pas le cas chez les gens plus jeunes, c'est-à-dire le système immunitaire des gens moins âgés est plus réactif. Mais la protection semble quand même similaire, sauf qu'il faut vraiment attendre 2 semaines après la deuxième vaccination pour être rassuré que le système immunitaire a tout mis en marche. Oui, c'est ça. Et je pense que le dernier slide, c'est vraiment les contre-indications. Je pense que ce ne sont pas vraiment des Non, contre-indications, c'est juste qu'on a vraiment... il n'y a pas d'autorisation. Voilà, c'est ça, C'est qu'on n'a pas assez de... parce qu'on a déjà fait des vaccins aux femmes enceintes ou allaitantes et il ne s'est rien passé jusqu'ici. Et il y a des femmes qui deviennent enceintes ou constatent leur grossesse seulement après le premier vaccin. Et il faut pas avoir peur et il semble même que ça va dans la direction que la vaccination de la femme enceinte pourra après donner une protection au nouveau-né, mais ça c'est encore en cours de route. Je pense que j'ai vu une étude qu'il y a Ouais, pour les autres vaccins, ça a été prouvé qu'il y a ouais, une transmission des anticorps ouais. de la mère à l'enfant. C'est comme nous faisons en fait avec la grippe et avec le vaccin de la coqueluche chez les femmes enceintes. Ouais. Donc je pense que ça, c'était juste un petit aperçu d'où on est jusqu'à maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup de questions et je pense qu'on peut parler pendant des heures et des heures. Et on l'a déjà fait sur Facebook. Et donc je pense que je suis très content de voir maintenant quelques questions que les gens nous posent et que ça se donne. Peut-être que je vais qu'on Oui, va oui, on rédiger. essaye de lire. Oui, la CMIC recommande la deuxième dose de vaccination AstraZeneca entre la 8e et la 12e semaine après la première injection. Le protocole original demande 2 doses espacées de 4 semaines. Quel est le niveau d'évidence et quelles sont les études randomisées, observations sur lesquelles se base le CSMI et la WHO, donc l'OMS? L'opinion d'experts est de niveau d'évidence 5 et AstraZeneca n'a pas encore reçu l'approbation de la FDA qui demande des études supplémentaires. Est-ce que tu veux Euh, commencer? donc, dans la notice de AstraZeneca, c'est entre, je pense même 2 semaines et 12 semaines. Ouais. Et c'est surtout le papier de l'OMS qui a en fait mené à
à la révision des décisions Tout à fait. de faire le deuxième rappel plus tard. Ouais. Après 12 semaines, on ne conseille plus, mais il y aura sûrement des gens qui seront malades lors de la prise de rendez-vous et on va en tout cas aussi conseiller de faire le deuxième rappel, même si c'est plus tard, mais il n'y a pour le moment pas d'évidence. Il faut dire que dans les études que AstraZeneca a fait, ils ont fait aussi des variations d'administration de la deuxième dose. Oui. Et là, on a vu aussi que, jusqu'à 12 semaines, Ouais. c'est OK, et 10 semaines semble un peu le sweet spot. Oui, oui. Maintenant eine question en allemand. Wir hatten die erste Impfung vorgestern. Circa 50% den Mitarbeitern hat Nebenwirkungen. Die Fragen sind jetzt eins, muss ich die zweite Impfspritze holen? Ist das Pflicht? Also Pflicht ist gar nichts, es ist alles freiwillig. Die erste Impfung macht bei vielen Leuten mehr Nebenwirkungen als beim Messenger-RNA, wo die Nebenwirkungen eher bei der zweiten Impfung sind, meinen Beobachtungen nach. Und die Nebenwirkungen kann man aber mit Paracetamol oder wie gesagt Ibuprofen behandeln. Man kann natürlich einen Tag ausfallen oder zwei, aber länger wird das wohl kaum sein. Nochmals, die Nebenwirkungen zeigen, dass das Immunsystem eine Antwort gibt und dass die Patienten mit Nebenwirkungen gut immunisiert sein werden. Das ist so, wovon ich auf jeden Fall ausgehe. Und die Frage ist, muss ich die zweite Impfspritze holen? Du hast gesagt nein, aber eigentlich ist es Also anzuraten, es ist weil es gibt nochmal einen Pflicht. Boost. Die Frage ist Ja. das Pflicht? Es ist keine Ja. Pflicht, aber es ist ratsam. Genau, weil man sicher besser Ja, geschützt ist nach ja. der zweiten Und Dose. dann kann man vorher schon vielleicht eine Tablette nehmen und dann alle 6 Stunden eine und dann hat man wahrscheinlich sehr wenig Nebenwirkungen. Genau. Also ich würde mir die zweite nehmen. Ich auch. Sollte eine Mitarbeiterin mit rheumatologischen ATCD das Vakzin von AstraZeneca erhalten oder ist da ein anderes indiziert? Also das hängt jetzt von der Behandlung ab und das wird im Impfzentrum dann entschieden. Wenn man eine immunsuppressive Behandlung hat, das kann Cortison sein oder eine Biotherapie, dann wird da eine Entscheidung getroffen und man kriegt eher das mRNA-Vakzin. Ja, genau. Das schließt die nächste Frage an. Muss ich das zweite Mal mit demselben Impfstoff geimpft werden? Das ist derzeit auf jeden Fall ratsam. Dass Impfmischungen vielleicht kommen werden, kann in einer nächsten Phase sein, aber das ist natürlich auch noch nicht ausstudiert, aber es laufen Forschungen, ob einer, der zweimal mRNA hat, nachher doch lieber noch einen Vektorimpfstoff kriegt oder nicht, aber das sind alles Sachen, die wir noch nicht wissen. Aber das wird studiert. Es kann auch noch der Proteinimpfstoff dazukommen. Vielleicht gibt der noch eine festere Immunität, das wissen wir jetzt alles noch nicht. Ja, genau. Zumindest ist es sehr gut, weil wir verschiedene Vakzine Ja. haben, die dann wirklich kombiniert werden können. Und es kommen auch jetzt Impfstoffe, wo man nur eine Dosis braucht. Das sind Vektorimpfstoffe, glaube ich auch. Das könnte auch vielleicht dann wegen der Nebenwirkungen weniger sein. Dann hat man sie nur einmal. Genau. Und dann haben wir noch den chinesischen. Ja, und den russischen. Genau. Das ist aber eher Vektorimpfstoff, glaube ich auch. Der chinesische ist ein inaktivierter Impfstoff. Also Ja. der russische ist so wie AstraZeneca Ja, auf der genau. Basis. Ja. Ja, genau. Also wir haben viele Möglichkeiten in Zukunft und das wird Ja. sich alles jetzt finden. Da Das werden ist die zu Forschung. früh, glaube Ja. ich, um diese Fragen genau Ja. zu beantworten. Aber um sicher zu gehen, verabreichen wir hier denselben Impfstoff bei Ja, der ersten ja. wie bei der zweiten. Ja. AstraZeneca, nach wie vielen Wochen die zweite Impfung? Ich würde jetzt sagen zwischen 8 und 12, das wäre die 10. Aber Genau. das steht jetzt auf dem Impfschein, den man kriegt, bei der ersten Impfung sowieso drauf. Datum und Uhrzeit. Genau. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui nous disent que le vaccin d'AstraZeneca est moins bon, un vaccin de la deuxième classe qui n'agit pas sur la variante sud-africaine. Peut-être toi tu prends le premier point, moi je peux répondre peut-être au deuxième. Bon, c'est surtout l'histoire des 60% qui peuvent penser que c'est pas bon et ce n'est pas le cas parce qu'on veut surtout protéger les gens contre les formes graves et les hospitalisations et les décès. Et je pense que ça reste actif à ce niveau. Les infections auront lieu et nous sommes encore forcés de garder nos gestes barrières et tout, à mon avis, encore une très longue période. Mais je ne veux pas dire que ce vaccin est moins bien que les deux autres. Il agit autrement
et l'immunité sera peut-être plus profonde d'ici les études en 3 ans. On ne sait pas dire ça. Et c'est surtout dans la presse. D'abord dans les grandes presses, ensuite dans les presses régionales, et puis il y a les ambulanciers qui sont tous devenus malades, les pompiers, mais ce n'est pas que le vaccin est moins bon que l'autre. Encore une fois, le mRNA, les effets secondaires sont plus forts lors du deuxième vaccin sur les patients plus jeunes, c'est parce que leur système immunitaire est simplement plus réactif. Il faut dire que les vaccins actuels, ils ont tous du mal de lutter contre les variantes, hein. L'un peut-être plus que l'autre, et là, on n'a pas encore assez d'informations sur ça. On a vu que dans des études dans les laboratoires, pour neutraliser le virus avec des anticorps de personnes infectées, on a vu que ces anticorps étaient beaucoup plus faciles, c'était beaucoup plus facile à neutraliser le virus actuel que cette personne a été infectée, que d'autres variantes, notamment celles de l'Afrique du Sud. C'était moins difficile pour la version UK, parce que là, il n'y a pas cette mutation dans les 400 et quelques nucléotides qui pose un problème, parce qu'il semble qu'on développe beaucoup d'anticorps très spécifiques et très puissants contre cette partie du protéine de spike. Et quand vous avez une mutation dans un virus de ce côté-là, ces anticorps réagissent moins bien. Et donc, vous avez besoin de beaucoup plus d'anticorps pour neutraliser. Et c'est ça ce qu'on peut dire. Mais néanmoins, il y a quand même encore une activité AstraZeneca contre ce virus de l'Afrique du Sud. Donc, c'est pas qu'on est quand même protégé, peut-être moins bien que comme pour d'autres variantes, mais on est mieux protégé que sans vaccin. Bien sûr. Ça, c'est important de dire. On ne sait pas non plus si les gens maintenant, effectivement, qui ont eu une Covid il y a 6 mois au début de la pandémie, comment ils vont réagir s'ils vont contacter le Sud-Africain. Mais le Sud-Africain, heureusement, il ne circule pour le moment, en tout cas pas beaucoup au Luxembourg. Oui, tout à fait. On peut le dire. On a actuellement 18 cas qui sont isolés, tandis que les cas de UK, ils semblent être partout en Europe, hein. Et les cas de UK font aussi qu'à mon avis, les clusters dans les maisons de soins, ils évoluent tout à fait différemment qu'il y a 6 mois. Il y a 6 mois, le cluster était, dans une semaine, on avait un peu encerclé les cas et isolé, et tout était bien après la semaine. Mais dans les dernières maisons de soins que j'ai vécues, le cluster était à travers toute la maison, à travers le personnel, beaucoup plus fortement. Donc je pense bien qu'il s'agissait d'une variante beaucoup plus agressive. Et on va voir qu'il y a d'autres variantes qui vont arriver dans le futur. Donc c'est pour ça aussi que les producteurs comme AstraZeneca, Oxford, donc l'université, mais aussi les autres réfléchissent et ont déjà des approches stratégiques pour en adapter, faire une vaccination plus qui nous aide à gérer mieux les différentes variantes qui sont connues, qui nous posent des problèmes. C'est pourquoi on aura peut-être après un premier vaccin, une autre série, comme avec la grippe, où on change aussi chaque année et il faudra s'adapter jusqu'à ce que ce soit sous contrôle. Ou peut-être qu'on prend un AstraZeneca plus Afrique du Sud en complément un peu plus tard pour être aussi protégé contre celui-là. Mais les firmes doivent quand même maintenant produire pour la majorité des cas. Et actuellement, la variante anglaise qui domine bientôt, elle est toujours dans tous les vaccins qu'on a. Ça, c'est rassurant. Oui, donc tous les 3 vaccins marchent bien contre cette variante qui n'a pas cette mutation au sein du spike, qui a des délétions, qui a d'autres mutations. Pour ça qu'elle est plus rapide à transmettre et à infecter les gens. Mais de ce point de vue de la neutralisation, c'est moins problématique, je dirais. Oui, pour en revenir, peut-être vous, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Je pense qu'il y a d'autres questions. Oui, voilà, je vois encore une prochaine. Concernant les patients traités par immunosuppresseurs, dans quelle catégorie vont-ils entrer? Seule l'immunodéficience congénitale est reprise dans la catégorie hautement vulnérable. Disons, il y a dans la stratégie vaccinale plusieurs groupes et on est maintenant dans le groupe 2B qui va être invité. Il va être partiellement aussi vacciné dans l'hôpital où le traitement, la chimiothérapie a lieu.
Pour les immunosupprimés, il y aura aussi des invitations à part, mais la procédure exacte n'est pas encore déterminée. Mais il y aura ces invitations aussi au plus tard dans la phase 3B. Oui, parce que aussi, vu les limites Oui, on n'a pas le vaccin pour le moment pour tout le monde, je dirais, mais il y aura des procédures et c'est soit les médecins traitants, soit les généralistes, spécialistes qui vont pouvoir encoder le patient sous un myguichet.lu pour avoir son invitation. Mais cette procédure n'est pas encore tout à fait développée. Il y a encore une question, je pense que les gens reviennent sur le vaccin AstraZeneca a montré lors de son utilisation chez le personnel soignant un grand nombre de cas d'effets secondaires ayant entraîné des arrêts de travail, comme tu viens de dire. Oui, Les effets sont-ils moindres lors de la seconde injection ou doit-on envisager le même risque? je ne sais pas parce qu'on n'a pas encore eu de cas ici au moins et en Angleterre, il n'y a aussi pas encore le grand nombre de deuxièmes vaccinés. Ouais. Donc il faut un peu de patience, mais peut-être que le système immunitaire aura moins de peine à la deuxième injection parce qu'il aura déjà connu le vaccin. Et comme j'ai dit, il y aura d'autres bénéfices avec la deuxième. C'est surtout pour l'immunité à très long terme qui va être lancée avec des anticorps des muqueuses qui vont vraiment réduire l'infectiosité. Oui, tout à fait. Et ça, c'est très intéressant à voir maintenant Ouais. dans le futur, comment ça s'évolue. Encore, je pense que c'est bien de revenir aussi en allemand. Was ist der Erfahrungswert von Nebenwirkungen bei der zweiten Impfung, vermehrt im Vergleich zur ersten? Mit Messenger-RNA haben wir gesehen, ist die zweite Impfung bringt mehr Nebenwirkungen. Ja. Wobei bei AstraZeneca müssen wir das Also nochmal gucken. hier in Luxemburg haben wir noch keine Erfahrung mit der zweiten. Ja, genau, weil die nächste erst in sind wenigen Wochen jetzt in kommt. 9 Wochen Ja. sind die ersten dran. Genau. En tant qu'ambassadeur de vaccination, nous sensibilisons la population pour se faire vacciner, alors qu'il y a peu de possibilités de faire vacciner les intéressés rapidement qui ne rentrent pas dans la phase 1 ou 2. Est-ce que tout candidat qui est d'accord pour se faire vacciner ne devrait pas avoir la possibilité d'être vacciné rapidement? Bon, dans la stratégie vaccinale, on veut vacciner les gens qui meurent du coronavirus d'abord. Et ça, c'est en fait le but de la stratégie vaccinale, de prioriser les personnes les plus vulnérables. Et disons, quelqu'un qui a une hypertension qui est bien contrôlée, quelqu'un qui a un diabète qui est bien contrôlé, il n'a pas trop de risques quand il attrape le coronavirus. Bien sûr qu'il faut essayer de ne pas l'attraper, mais son tour va venir dans une des prochaines phases et il y aura toujours des priorisations de personnes qui n'ont pas l'âge du groupe. Donc un diabétique bien contrôlé, un hypertendu bien contrôlé sera vacciné avant que son âge ne soit vacciné. Donc il faut un peu de patience et il faut surtout un peu de vaccin pour le faire. Ouais. Et c'est pour ça la base est toujours la vulnérabilité des gens qui a été établie depuis longtemps. On sait très bien. On a en fait la stratégie vaccinale se base sur les chiffres de mortalité. On est parti des chiffres de mortalité. Donc on a choisi les plus vulnérables, c'est ceux maintenant de 100 ans jusqu'à 75 et on va les inviter d'après leur âge décroissant. On ne va pas inviter les 75 avant un centenaire. Donc, on va vacciner tous ceux qui sont actuellement dans les statistiques du décès. C'est ça la priorité du Conseil supérieur des maladies infectieuses et aussi du gouvernement, je pense. Et les chiffres, encore une fois, quand maintenant les 6-7 000 résidents de l'hébergement seront vaccinés, vous allez sûrement constater que les chiffres vont lentement diminuer. Oui, tout à fait. C'est ces personnes-là et les gens qui interagissent avec ceux au quotidien pour éviter qu'ils font rentrer aussi le virus à nouveau. Donc. Et ça, c'est quelque chose qui s'ajoute maintenant. Et tu avais déjà parlé un petit peu sur ce sujet. Gibt es schon Erkenntnisse, ob die Leute, die geimpft sind, auch Covid-positiv sind, ohne Symptome noch ausstechen sind? Plötzlich also se se schon a ustechend, weil sind awer so klein Klasteren, die entstehen, also das schon eng Ustechung do. Min nach enkeier sie werde just zing Dich an hirem Isolement, dat er können aus dem Zimmer an das net schirin sich muss verkleden, den rageht méi
Situation als ähnlich deiner Kontrolle bei denen Geimpften wie für drin, und das eindeutig. Aber dennoch muss man sagen, da kommen noch mehr Etüden raus. Ich weiß, AstraZeneca, eine Etüde, Ja. wo sie gesagt haben, dass bei wenig Leuten, wo sie getestet haben, dass ein bisschen, wo ich muss ein bisschen, dass man dann eine Nuance gucken, wo sie sagen, dass bis zu 2/3 von den Leuten, die geimpft sind, nicht mehr infiziert können gehen. Ich meine, da kommen mehr große Zahlen raus, mehr große Studien, wo viel mehr Leute infiziert waren. Da seid ihr besser, wie viele Leute schlussendlich infiziert gehen. Ja, ja. Und mir will ich auch dazu beitragen, am Large-Scale-Testing, Ja. wieso und zu den Leuten geht aber ein Large-Scale-Testing, wenn der geimpft sieht, dass man die Zahlen genau wissen, weil das Voilà. ist aber ein wichtiges Zahl hier noch, für zu gucken, wie haben wir eine Immunität hier im Land, aber wenig Absolut. kann ich vielleicht wegen Restriktionen abheben oder wie muss ich vielleicht auch nicht viel gehen. Ne? Also wenn man IgA gegen den Coronavirus, da stich man einer Leute viel Männer un, und das könnt recht optimisiert nur dem zweiten Appell 14 Tage no. Ich meine, da geht die Infektiosität eindeutig hoch an Durchstechung von Mensch zu Mensch. Genau, und dafür ist es eben wichtig zu gucken, wie viel Last was Prozent ist. Und dann, Ja. dann dass ich meine, wie du so, dass wir sind schon in der nächsten Etappe, als wenn die Also- vulnerabel geimpft sind und wie krank noch Ja. sterben. Ne? Ende März sind alle Altersheimer zweimal geimpft, dann auch noch schon ein gut paar, die sind dann auf 14 Tage geimpft, von den ganz allen, und nachher dann müssen Zöllen fallen. Medien als negativer Einfluss für Impfung und Impfbotschafter. Ist dies gewollt? Bessere Kommunikation mit den Medien möglich? Ich glaube, wir sitzen Mein dafür Netz- auch hier heute. Ne? Also ich habe keine direkt Medienrelationen für eine Bildzeitung oder ich weiß nicht, den Monde, und egal wer zu beeinflussen. Das können wir halt nicht mehr. Und die Leute lesen ja aber die großen internationalen Zeitungen. Und da steht sowohl Gutes drauf wie auch Schlechtes. Sogar an einer Bildzeitung steht, als gestern abstrakt gewesen von einem Virolog, auch, der wirklich den AstraZeneca total gelöst hat. Den Professor Drosten, sein letzten Talk, Podcast, kann ich ruhig lauschen, dauert zwar bald 2 Stunden, aber da ist ganz vieles Positives dran. Also ich meine, wir sind im guten Weg. Das haben wir mein persönlich meine. Und auch mal AstraZeneca. Genau, und dafür geht es für die Transparenz und was das Limitation, wann Ja. die Limitation geht, und dann die kann, dann sehen wir, das ist aber gut. J'ai une proposition en tant que vaccinateur. Il reste le soir dans les CV des doses restantes des personnes qui ne sont pas présentées. Pourquoi on ne pourrait lancer, comme par exemple en Allemagne, une happy hour pour les candidats qui veulent se faire vacciner en dehors des phases 1 et 2? Les personnes intéressées pourraient s'inscrire volontairement via une liste et pourraient ainsi être vaccinées avec les restes des doses disponibles. Ce serait un moyen plus rapide pour faire vacciner plus de monde et éviter de devoir jeter les doses restantes. Donc, ce que je ne sais pas, ce que toi tu sais, Le mais nombre maximal, ce sera 9 doses, parce qu'il y a les vaccins à 10 doses. Donc, on pourrait bien sûr faire des listes pareilles et inviter ces gens, mais est-ce qu'ils pourront venir dans l'heure pour se faire vacciner? Mais je prendrai bien sûr des personnes, des groupes élevés, 1, 2, etc., pour être vaccinés à ce moment. pour le moment, je sais qu'il n'y a rien qui est jeté. Ce qui reste, et comme tu dis, c'est pas 912, mais il y a peu de doses qui restent. C'est vacciner. En fait, ils font vacciner les gens qui travaillent sur site Oui. pour ne pas jeter quelque chose. Donc, on jette pas un Il y vaccin. a aussi des professionnels qui sont parfois alors en train de travailler et ils sont vaccinés avec. C'est possible. Le suivi de l'inscription auprès de la réserve sanitaire. Comment savoir par transparence à quelle position le médecin se trouve sur la liste d'attente? Bon, ça c'est difficile. Moi, je ne connais pas les listes non plus, honnêtement. Je ne connais pas non plus. Mais l'idée et la stratégie est d'inviter tous les professionnels de santé et aussi les médecins. Et ensuite, la deuxième partie, c'est les vulnérables. Donc, a priori, je pense que chaque médecin devrait être invité d'ici peu ou cette semaine parce qu'on a déclaré qu'on va commencer avec la deuxième phase maintenant d'ici peu. Donc, si vous n'êtes pas sur la liste, il faudrait... Si c'est la réserve sanitaire pour aider à travailler, c'est autre chose, mais là, je n'ai aucun renseignement. Oui, c'est ça. Wenn Nebenwirkungen bei mRNA schon bei der ersten Impfung ziemlich heftig waren, ob was muss man sich dann bei der zweiten Dosis gefasst machen? Also, das kann ich nicht so, wie das Immunsystem ja da schon einen gewissen Kampf gemacht hat mit dem Impfstoff. Das kann dann eventuell nicht schlimm sein, kann auch
selwicht sinn kann noch méi schlimm gin, méi ich ging Paracetamol an der Tasche. Mit das auch nicht bei jedem Nee, kann sein, nee, dass nee. du keine Indikation hast, nicht sind krank nach. Das ja. ist, das bei Das- jedem wirklich verschieden und dafür kann man wahrscheinlich zu wenig von dem ganzen Immunsystem. Mais Ja. encore une fois, il ne faut pas avoir peur d'un rappel. Tout au plus 72 heures dans tout ce qui est décrit et on va mieux. Et si on passe ces 2 jours, alors une fois effectivement au lit, on est protégé. C'est ça ce qui est le message. Oui. Même avec Oui. un peu de Et, douleur. et ouais. le coronaro, on est une semaine en réanimation et on est tout à fait différemment traité qu'avec les effets secondaires d'une deuxième vaccination. Oui, tout à fait. Est-ce que l'on peut vacciner des femmes enceintes et quel vaccin à recommander? Est-ce qu'il faut faire 2 doses? Bon, pour le moment, je pense Pour le que... moment, ce n'est pas prévu. Il y a des femmes enceintes qui sont vaccinées par hasard. Tout se passe bien. Il faut attendre les études. Et puis, il y aura peut-être qu'au 3e semestre d'une grossesse, on va vacciner pour donner une dose au bébé. Mais c'est trop tôt pour l'affirmer. Et il faudra aussi faire 2 doses, bien sûr. Was genau heißt Kardiomyopathie für Phase 3b? Weiß nicht, was Phase 3 was der genau heißt als Frau. Muss das so? Je n'ai pas sous les yeux maintenant. Mais je pense qu'il faut avoir une insuffisance cardiaque d'un certain degré, 3 ou 4, pour être vacciné à ce moment. Donc ça, c'est des critères que les cardiologues définissent. Le médecin traitant, il devrait avoir ça aussi dans son rapport. Ja. Mais c'est surtout l'insuffisance cardiaque, à mon avis, qui est ciblée phase 3 ou 4. Ouais, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut... A priori, on est suivi par un cardiologue ou Oui. un médecin. Donc, Donc si on a 8 médicaments à prendre pour son cœur, on est probablement dans cette catégorie. Mengfroh puncto Antikörpertest, wobei ein Kollegin als Resultat douteux gekriegt wird, nicht vergessen. Unausgereifte Immunität mit zu niedriger Wert, um klar Ja oder Nein sagen zu können. Also, ja, Antikörpertest douteux, weiß ich noch nicht, für was den douteux kommt, weil am Moment, wo man testen, ist effektiv, das ist echt bei der PCR, wo der mal 4 könnt von den ein Lichtresultat wird, wo da seht, dass nicht klar an der Friede denke eine neue PCR un, weil quasi nicht an dem Anfang von der Infektion, also dann nicht viel da war, oder zum Schluss von der Infektion, da gesagt dann mit klar. Bei Antikörpertest will ich noch nicht mit douteux. Ich ging den noch einen Monat testen. Ja, also sicher, also, dass da, wenn du wirklich willst wissen, wie es geht, dann musst du eine Evolution gucken, wie viel hast du zu welchem Moment. Und da gehen da effektiv die, ich meine, wie du gesagt hast, es gibt Antikörper gebildet nur eine Infektion, es gibt Antikörper schon gebildet nur eine erster Dosis, und nur eine zweite Dosis. Ja. Mit für Impfresultat zu müssen, ist im Moment noch kein Guidelines tun. Ja. Ich meine, dass die Geimpften Serologie machen, das ist im Moment noch nicht klar, was da dabei rauskommt, dann das noch nicht validiert. Ja, genau, das ist eben Soweit schwer zu sagen. Ob bei 100, dass ich nicht geschützt, aber 100, dass ich geschützt werde, das wissen wir noch nicht. Es sind noch Labore, die gehen IgG und IgM raus, wo die IgG nie raufgehen, die IgM, pardon. Und zum Beispiel die Leute, die gerne nach Japan fliegen, die brauchen negativ IgM. Die können nicht fliehen, wenn sie positiv sind. Mir wie gesagt, Antikörpertest als EW für zu gucken, ob eine Immunantwort kreiert wird. Wie gesagt, für den Vaccin zu validieren, wie man bei der Hepatit B im Moment, das ist im Moment noch nicht offiziell raus, wie ein Test oder dann die Besten, also wer den damit kann aufhängen. Und noch denke, das vielleicht ein bisschen, das ist ein gutes Beispiel mit Hepatit B, wenn ihr noch kein Antikörper hat, heißt das nicht, dass ihr nicht, dass ihr kein Schutz oder keine Immunität hat. T-Zelle muss man nicht. Ja. Dafür kann er never geschützt sein. Genau. Gibt ein Delay für die zweite Impfung geändert, wenn nicht ein zweites Rendezvous schon gut noch 4 Wochen? Ja, das kriegt er mit, ich weiß nicht, SMS, E-Mail, irgendwie wird das geändert. Pourquoi ne pas commencer plusieurs phases en même temps, étant donné qu'on a assez de AstraZeneca et qu'on n'en a pas besoin pour la phase 3? Déjà, on n'a pas assez d'AstraZeneca parce que sinon on utiliserait plus. Donc, on ne met pas l'AstraZeneca de côté du tout. On fait les vaccinations et on fait les rappels après 10 semaines maintenant.
Pourquoi on ne commence pas avec tous les phases en même temps, Jean-Paul? Qu'est-ce que ça donnerait? Parce qu'on n'a pas le vaccin tout d'abord. Hein. C'est un problème de logistique. Hein. Si l'idéal serait de vacciner tout le pays en une semaine, mais imaginez la procédure. Hein. Ce serait l'idéal hein, pour faire partir le coronavirus du pays. Et tous les autres pays aussi, bien sûr. Mais on a réussi à vacciner tout le monde sur Terre contre la variole. Et on a dit en 1980, je pense que la variole c'est fini, mais avec un coronavirus, on ne réussira pas à faire ça. Voilà, c'est ça. Et ensuite, la stratégie, comme tu as expliqué avant, c'est vraiment de protéger les vulnérables qui ne viennent pas malades. Il faut garder les hôpitaux qui puissent faire leurs travaux normaux. Et il ne faut pas que les gens dans l'hébergement meurent. C'est ça notre but primaire. Et dans une deuxième phase, on va vacciner tout le monde. Je suis sûr qu'on aura fin de l'été comme les Allemands et tout le monde. Et on n'est pas si mal à ce moment. C'est juste qu'il faut un tout petit peu de patience. Il faut respecter les gestes barrières. Et ça reste encore les prochains 6 mois, à mon avis, un peu dur. Gibt es Studien, die belegen, dass beim AstraZeneca bei der zweiten Dosis die Impfreaktionen manner heftig sind wie bei der ersten Dosis. Das ist wichtig für Planung und das Setzen von den Krankenscheiner. Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist echt der logistische und organisationelle, aber das ist ein guter Punkt. Ja. Natürlich, wenn sie alle nicht denselben Tag geimpft gehen und sie sind alle einen Tag krank, das ist nicht ideal, aber das ist aber nur so viel gesehen, dass an Häusern eben Personal kann mitgeimpft gehen. Nach ein Paracetamol als überall zu kriegen. Genau, und dann ich sehe auch nicht, dass sie alle sind, und das sind nicht die Selbstreaktion. Ein Drittel vielleicht von den Geimpften haben starke Reaktionen. Die Piepe dann, ne? Männer, bist du gesagt Männer sind mehr krank wie die Frauen. Das ist ein persönlich fest. Aber das ist auch bei der Grippe so. Aber der Männergrippe. Voilà. Sie selber Firmen schaffen, da wohnen auch hier am Land. Mir ist gut keine Invitation. Kann ich mich irgendwo selber ummelden? Die Listen, die rausgegangen sind, sind am Anfang basiert auf dem Registre National des Personnes Physiques, an den offiziellen Listen, wo Professionen de Santé unerkannt sind vom Ministère von der Santé. Ja, ich meine, sicher soll den sich da melden, wenn den schafft. Wenn der Firma zu Lützburg schafft, dann ist es vielleicht ein Schiefgang. Wenn sie natürlich nicht schafft zu Lützburg, dann geht sie nicht invitiert. Wenn sie am Ausland wohnt, das wissen wir noch nicht. Ja, genau. Ich meine, sie hat gesagt, sie frei am Land wohnen, das ist ein bisschen komisch. Ja, ich meine, noch melde ich beim Ministère von der Santé, und dann muss man gucken, wie das ist. Für was das nicht geht. Also, das könnte man für die Briefe nicht tun oder so Sachen, dann müssen das effektiv am Ausland, wie Jean-Paul sieht, oft, dass Leute plündern, und wir wissen die neue Adresse nicht oder so. Comment sont identifiés les patients vulnérables pour être sûr qu'ils peuvent avoir un courrier pour se faire vacciner? L'invitation à se faire vacciner viendra de quelle instance? Von der Regierung. Ja, donc c'est comme le large-scale testing, c'est le gouvernement qui envoie cette enveloppe aux personnes avec un code, comme pour le large-scale testing que tout le monde a vu. Et il y a un numéro de téléphone, si je suis bien informé, où on peut aussi téléphoner pour avoir un vaccin. Oui. Et donc c'est via les... En fait, parce qu'on connaît pas, on n'a pas de registre de toutes les personnes vulnérables, c'est via le médecin qui déclare. Oui, c'est ça. Les patients vulnérables seront définis par les médecins dans une deuxième phase, mais on est actuellement dans la phase 2B. Donc pour les autres phases, il y aura des guidelines précises et les gens seront invités. Oui. Une question pour toi, certainement. Est-ce que maladie de TRAPS, syndrome périodique associé au récepteur 1 du facteur de nécrose tumorale, une maladie rare, tombe sous la phase 2? Il y a certaines de ces maladies qui tombent sous la phase 2, mais je ne suis pas sûr. Je pense qu'il faut parler aux médecins traitants, respectivement spécialistes traitants, qui peuvent faire une démarche spécifique. Je ne peux pas répondre plus. Oui. Eine Frage, die ein bisschen anders ist, wie weit sind wir zu Lützburg mit den Schnelltesten? Gibt es eine Populationsgruppe, wo die Schnelltests direkt profitabel Resultate bringen, für mehr Impfstrategie zu verbessern? Also im Schnelltesten um März, ich ging so Anfang an, ja, im November haben wir da rausgebracht, dann haben wir da auch zur Verfügung gestellt, an den Spitälern haben sie da, an den Altersheimen gehen sie zum Teil angesagt.
natürlich als Schnelltest ist Vergleich mit einem PCR-Test, den aber mehr eng besser Wüge dann an noch Leute echt die identifizieren. Die Schnelltester, die Rapid-Tests, die identifizieren echt die Leute, die an dem Moment infektiös sind, was ja auch gut ist. Genau, heiß infektiös viel sind. Virus laut am Frotti. Genau. An net Janer de Techt huet den och do Limitationen wie die Schnelltester agesat gin an plus also do logistischen Opwand, wo man gesinn noch an Altershammer dummer schwéier, weil man net genug Personal auch hun fir die Prelevementer ze man an dofir Sigi benutzt, die wird lo im Flughafen gin ze benutzt, wann leider seg net europäesche Land kommen an so. Me schmengen in Schritt noch 4 mcht man so Schnelltester, wann die selber kann machen, wann van den dëpsche Speiz oder wann den enke durch den Mund fährt. Ja, da kann weg Spret ersetzen an dann hue den eng besser wie. Ich weiß net, ob en Dommer der wirklich die Impfstrategie kann verbessern. Dommer da kann den Virus besser a Schach halen, aber das net dat lo die Impfstrategie muss komplett ugepasst gin méger Meinung noch. An d'Altersheimer die ginn och all Mount durchgetest mat Large-Scale Testing. Und das lief sich ganz gut an die bringen immer die Cluster noch auf 4 und wir hoffen, dass die schon kein mehr auf 4 bringen. Ja. Oder vielleicht so, dass sie positiv mit das geschieht nicht. Das ist unakzeptabel. Comment convaincre les jeunes personnes de moins de 40 ans en bonne santé sans antécédés de prendre AstraZeneca, surtout pour éviter Covid grave et hospitalisation. Le risque pour Covid grave et hospitalisation étant assez faible. C'est vrai, c'est lié à l'âge, les hospitalisations et aussi le degré de maladie. Mais quand même, il y a des cas qui sont hospitalisés ou qui sont malades. Il y a beaucoup de gens qui deviennent malades. Je connais des personnes qui étaient malades, qui ont moins de 40 ans, qui étaient à la maison pendant 3 semaines parce qu'ils étaient vraiment, vraiment malades. 80% des cas sont à la maison avec le Covid. Donc, ils peuvent être légèrement malades, moyennement et même plus sérieusement. Et dès que ça devient très sérieux, ils tombent dans les 20% où il faut faire plus. Mais il y a aussi des cas moyennement malades qui ont des effets secondaires à long terme ou moyen terme, disons long terme, on ne sait pas prédire, avec la non-réapparition de goût et d'odorat, etc. Donc, je pense qu'il faut convaincre tout le monde de se faire vacciner parce que c'est la seule solution pour sortir de la pandémie. Et on est beaucoup à devoir être vaccinés pour sortir. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen de sortir de la pandémie sans ce vaccin. Je ne connais pas. On peut rester confiné à gogo, ce n'est pas ce que nous voulons. Et une partie, c'est vraiment ma santé à moi. Parce que là, on pourrait dire, oui, ça c'est OK parce que je ne deviens pas malade ou j'espère de ne pas devenir vraiment malade, mais on est en contact avec des gens qui tombent malades. C'est la herdenimmunité qu'on veut avoir. C'est une solidarité de toutes les personnes vivantes vis-à-vis des personnes vulnérables et âgées. Et ça, c'est le grand principe de toutes les vaccinations. Bon, ce n'est pas le cas pour le tétanos, ça c'est purement individuel, mais tout les virus qu'on vaccine, c'est pour combattre, en fait, pour avoir une immunité de la population. Ça, c'est le grand principe. Oui, exactement. Et je vois aussi qu'il y a une dernière question en allemand. Können Sie bitte was mehr erläutern in Bezug auf das Vektorproblem, wenn man die AstraZeneca-Impfung bekommen hat? Heißt das in der Tat, dass Impfungen mit Impfstoffen, die derselbe Vektor benutzen, keine Wirkung mehr haben? Zum Beispiel ist es dann so, dass man nicht mehr vor Ebola geschützt werden kann, da die Ebola-Impfung dieselben Vektor benutzt. Ich würde sagen, erstens ist es kein Vektorproblem. Der Vektor ist eigentlich irgendein Virus, was man nimmt als Shuttle, weil man das beherrscht, weil das einfach ist und weil das sonst keine negativen Folgen hat. Es ist ein Paket, um was zu bringen. Genau, ganz genau. Das ist einfach so ein Lastwagen, der was in die Zelle einschleust. Und dann, das ist das erste Mal. Was das jetzt bedeutet, das ist eine gute Frage, weil wenn ich ja infiziert bin mit einem Virus, dann reagiert mein Körper auch darauf. Der Körper reagiert sicher auch auf das Adenovirus, was man jetzt einschleust. Er wird sicher auch darauf reagieren, aber es sieht jetzt nicht so aus, dass man da so eine Immunität gegen die Hülle aufbaut von dem Adenovirus, dass kein Adenovirus mehr möglich wäre. Also das ist mir sicher bisher nicht bekannt und ich glaube, da gibt es auch noch nicht Die Hülle wird weggeschmissen. Ne? Ja. Das Paket, das braucht man nicht mehr, wenn man den Inhalt hat. Und
die Adenoviren sind uns sowieso alle bekannt, weil wir machen jede Saison im Winter 2-, dreimal irgendeinen Schnupfen, Husten mit, was von Adenoviren kommt. Das ist ein sehr häufiges Virus. Ja. Das kennt unser Körper schon vorher. Ja. Und man muss sagen, die Hülle, ist genau wie Jean-Paul sagt, die ist der Vektor. Das heißt, wenn das in die Zelle reinkommt, dann wird die Hülle weggeschmissen. Und die wird ja nicht nochmal produziert. Das heißt, man hat ja auch eine relativ kleine Menge davon. Aber wo hat man mehr davon? Das ist von dem Spike-Protein, von dem SARS-CoV-2. Da wird ja das Spike-Protein produziert. Und das wird ja in Mengen in den Zellen produziert. Das heißt, das überwiegt bei weitem das bisschen Adenovirus, was man als Shuttle benutzt hat. Und deshalb ist die Immunreaktion auch auf das S-Protein Das vermehrt. Adenovirus ist auch nicht mehr aktiv. Das lebt Genau. nicht mehr. Das Genau. ist wirklich nur eine Kiste, wo man das reinbringt. Genau. Und deshalb gehen wir nicht davon aus. Also sicher wird vielleicht das eine oder andere Reaktion, aber ich meine, an sich ist es die Reaktion auf das, was der Inhalt in dem Adenovirus. Wenn so Probleme in der Zukunft aufkommen würden, dann könnte man immer noch andere Virenhüllen nehmen, die bekannt sind, die auch funktionieren würden. Also Adenovirus funktioniert sehr gut, weil das auch ein gut studiertes Virus ist, wo man auch das einfach beherrscht, um das zu produzieren einfach. Ja. Es gibt ja auch andere Coronaviren, die sehr harmlos sind, mit denen wir immer Kontakt haben und da macht der Körper auch nur eine kleine Woche Krankheit und dann ist das okay. Und bei dem deshalb wirkt ja auch jetzt nicht das Spike-Protein nicht. Genau. Also ich würde da keine Angst haben, dass wenn man in einem Monat einen Ebola-Impfung kriegt oder einen anderen Impfstoff auf Basis von einem Adenovirus, glaube ich nicht, dass es ein Problem macht. Nein. Das ist auch nicht bekannt. Ich meine, das war es. Merci Jean-Paul, wir sind schon 3 Minuten über Zeit. Ich meine, wir noch 3 Minuten spät angefangen. Bleibt just noch zu sagen, dass der nächste Lunch-Talk den 4. März ist, wo wir dann alle guten Remenke anzuschalten. Ich meine, da sind vielleicht wir zwei nicht dabei oder mal gucken, wie es weitergeht. Ich kann just feststellen, dass der Lunch-Talk ist ohne Lunch. Ah ja, das war. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen. Okay, so ich merci, schönen Tag an, wenn ihr froh sind, dann stellt ihr auf den gegebenen Foren, wo wir ja von der Direktion von der Santé, vom Ministerium von der Santé zur Verfügung stellen. Adi, bis geschwind. Adi.